Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon parcours de la langue française. L'année dernière, en plein confinement, je suivis les cours à distance de langue 5. S'avérait plus que jamais nécessaire de bien m'exprimer en français en utilisant les stratégies discursives. Cette tâche ardue m'a demandé beaucoup de préparation. J'ai donc redoublé d'efforts en 2021 avec la conviction intime qu'il fallait pratiquer tous les jours. Tout d'abord, grâce au visionnement des vidéos qui attiraient mon attention, j'ai découvert la francophonie d'une manière plus personnelle et indépendante. Ensuite, je me suis servi des exercices de grammaire afin de corriger mes erreurs et finalement, j'ai lu en français pour acquérir des astuces. Pendant les cours, avant d'envoyer les devoirs, j'ai mis en pratique la méthode de la relecture. Par la suite, j'analysais et vérifiais si c'était la façon la plus convenable de procéder. Enfin, grâce aux corrections de la professeure, j'ai définitivement adhéré les concepts. Après ça, cette manière critique de s'engager à la production écrite et orale constitue en soi-même un apprentissage à suivre tout au long de ma formation en langue de traductrice. Penchons-nous maintenant sur la diapositive outil que Langue 6 m'a donnée. La résilience, la prise de risque entraîne des progrès. On a profité du travail collaboratif et individuel avec des moments de camaraderie et d'autres de solitude. Les cours m'a redonné le goût d'apprendre à travers l'investigation, l'argumentation et l'expression de la subjectivité. Dans l'écriture, on doit assurer la cohérence et la cohésion. De plus, dans les exposés oraux, il convient de développer des stratégies prosodiques, ton, articulation, rythme, posture, expressivité, gestes et regards. En somme, il s'avère indispensable le repérage des erreurs et ses corrections, en tenant compte de la morphosyntaxe, du lexique, de l'expression, des répétitions, de la précision lexicale et de l'orthographe. Il s'agissait d'un processus en étapes composé de TP écrits et oraux. L'ironie. On a repéré des références culturelles et la différence de registres formels et informels. On a étudié les figures de style, les billets d'humeur. On a abordé des sujets d'actualité avec l'humeur et on a identifié la présence de marques ironiques. La dissertation. Les sujets traités étaient la culture, la politique, l'identité, la philosophie, l'éducation, ainsi qu'une méthode avec un plan, une introduction et une conclusion. La persuasion. On a développé des stratégies discursives et des arguments hors du commun. L'édito. On a souligné l'importance du ton, du registre et de la chute. La dissertation. On a rédigé à partir de citations. L'analyse de romans. On s'est engagé sur la littérature monde, les plurilinguismes, le jeu annonciateur, les topoi. On a recherché sur des auteurs francophones, ses ouvrages et ses interviews. Passons ensuite à l'analyse de la présence du jeu annonciateur.
L'œuvre choisie, c'est Le cœur a ri à pleurer, conte vrai de mon enfance de Maryse Condé, publié en 1999. Premièrement, nous identifierons les caractéristiques principales du discours de notre annonciatrice et après cela, nous décrirons la protagoniste à partir des topos du récit. Cette autobiographie, divisée chronologiquement en plusieurs chapitres, montre la transition de Maryse dès sa naissance jusqu'à devenir une jeune célibataire qui écrit des brouillons. Il s'agit d'une autofiction composée par des contes vrais, un genre fictionnel basé sur les souvenirs lointains de Maryse. Grammaticalement, on souligne le je nonciataire avec les pronoms personnels je et les pronoms possessifs. C'est ma mère, mon père, mon frère et ma bonne amie Yvelise. Tout au long du livre, on trouve seulement 6 fois les prénoms Maryse quand d'autres personnages l'appellent. Cet effacement du je énonciateur se justifie du fait qu'elle est en train de construire sa personnalité en comparant sa famille aux autres personnages du livre. La manière dont ces souvenirs sont racontés nous permet de construire l'image du jeune annonciateur. Maryse est passée d'un femme modèle à gamine répliqueuse et raisonneuse. Dans ce récit, elle décrit son île natale, la Guadeloupe du XXe siècle. On découvre alors, à travers les yeux innocents de Maryse, son point de vue sans cliché sur les thèmes de l'identité, de la famille, du colonialisme, de la classe sociale, de la discrimination, de la beauté et de la nourriture et de la langue culture. La famille. Maryse est la dernière née d'une famille nombreuse de la bourgeoisie noire. Son père, un ancien fonctionnaire, et sa mère, une maîtresse en exercice, profitaient d'un bon statut social qui lui permettait de voyager régulièrement en métropole. Maryse était intimidée par ses parents. Elle décrit son père comme imposant le respect et la crainte de par sa stature et son allure de géant, et sa mère comme un personnage de légende, orgueilleuse, haute et statuesque. Son modèle à suivre était son frère aîné qui se faisait appeler Sandino pour évoquer une prétendue appartenance à l'Amérique latine plutôt que la tradition française. Il définit ses parents comme aliénés, qui n'éprouvaient aucun orgueil de leur héritage africain. C'est la raison pour laquelle Maryse était très honteuse de ses parents et changeait de personnalité pour ne pas les ressembler. Enfin rebelle, elle s'opposait à leur autorité, alors que rétrospectivement, dans les derniers chapitres, elle juge son comportement comme celui d'une fille ingrate. La discrimination. Ses parents admiraient la culture française métropolitaine. Les voyages à Paris étaient ce qui comptait le plus pour eux. Alors même qu'ils étaient méprisés par les serveurs en France qui leur faisaient des remarques déplacées sur la maîtresse de la langue française, comme si les Antillais n'appartenaient pas à la francophonie. L'esclavage. Ses parents, Maryse raconte un jet avec une blondinette qu'il a laissée en secret comme une esclave à cause de sa couleur de peau. Selon la petite, elle n'avait pas la permission de devenir l'amie d'une fille noire, autrement ses parents allaient la punir. Quand la protagoniste a demandé une explication à ses parents, ils sont allés jusqu'à nier l'histoire de l'esclavage du peuple noir. Un mot de Maryse. Pourquoi doit-on donner des coups onéreux? Je me demande si un mari et moi, nous n'avons pas été l'espace de nos prétendus jeux, les
réincarnation miniature d'une maîtresse et de son esclave souffre-douleur. Sinon, comment expliquer ma docilité à moi si rebelle? Les classes sociales. Ses parents professionnels et cultivés étaient de grands nègres qui voulaient s'éloigner des pauvres, les petits nègres, pour se rapprocher à leurs yeux de Parisiens. Par exemple, les parents interdisaient à Maryse de jouer librement dans les rues en Guadeloupe, tandis qu'elle pouvait rester tard avec ses amis dans les rues parisiennes. La négritude et la beauté. De surcroît, les romans abordent le sujet de la conception de la beauté noire. À ces propos, les chapitres intitulés The Blues Eye, comme le roman de Toni Morrison, démontrent qu'à l'époque, une belle femme avait nécessairement les yeux bleus. Prenons l'exemple. Un jour, un petit garçon a voulu lui montrer son amour en prononçant ces mots. Marie adorait, pour moi, tu es la plus belle avec des yeux bleus. En revanche, ayant les yeux noirs, Maryse l'a ressenti comme une confrontation du fait qu'elle voulait une représentation de la beauté en relation avec ses traits. L'auteur, avec angoisse, nous relate les propos qu'elle subissait dans la rue. Lorsque les gens, avec surprise, s'exclamaient « Elle est mignonne, la petite négreuse ». Même si à l'époque, le racisme dominait et les mots négresse paraissaient parfaitement admissibles, l'auteur met ici en relief le fait que les Noirs étaient généralement considérés par les Blancs comme repoussants et barbares, donc elle était une exception. Langue, culture. Les parents de Maryse l'obligeaient à lire Victor Hugo et Émile Zola plutôt que des auteurs locaux. La pratique du créole était interdite chez eux vu qu'elle était associée aux classes inférieures. Cependant, elle ajoute des phrases émouvantes en créole pour affirmer fièrement son métissage. Par exemple, l'écrat savoyeux fait référence à un dernier enfant venu sur les terres. Maryse l'utilise pour souligner qu'elle n'avait pas été désirée. En conclusion, on peut affirmer que toutes ces expériences ont donné à Maryse la possibilité de devenir une écrivaine qui, à son avis, n'écrit ni en français ni en créole, mais en Maryse Condé. Merci beaucoup de votre attention.